très heureuse de pouvoir présenter aujourd'hui une petite introduction sur l'intérêt et l'usage des outils numériques en santé, puis en santé mentale. Donc moi, je suis Delphine Fabre, je suis neuropsychologue, je travaille à l'hôpital du Vinatier depuis quelques années maintenant. Puis je laisserai la parole en deuxième partie à mon collègue Romain Rey qui se présentera. Alors, quand on utilise des outils numériques, comme c'est bien souvent le cas, quand on parle de remédiation cognitive, parce qu'on utilise souvent des logiciels, eh ben, on fait déjà un pied finalement dans le domaine de la e-santé. Parce que la e-santé, c'est quoi? C'est l'usage de technologies, de l'information et de la communication sur des activités en rapport avec la santé. Donc pour ça, il y a différents outils possibles, différentes formes d'outils qui sont disponibles. Donc il y a les outils autour de la télémédecine, de la réalité virtuelle, il y a les logiciels d'entraînement, les serious games, les objets connectés, puis les applications mobiles. Donc l'intérêt de l'ensemble de ces outils, c'est qu'ils sont disponibles à tout moment, n'importe où que la personne soit, et sur différents devices, sur différents systèmes, que ce soit mobile, ordinateur, tablette. Alors la e-santé offre des promesses autour de la diffusion de l'information, parce qu'on peut diffuser beaucoup plus vite et beaucoup plus largement avec ces outils. Il y a des vraies promesses autour du suivi de la prévention des soins, de la maladie. Ça peut être des outils qui vont permettre de faciliter certains apprentissages psychoéducatifs et pour favoriser aussi le bien-être de la personne lorsqu'elle est chez elle. Donc il y a beaucoup déjà d'outils qui ont été développés, déjà beaucoup de choses dans les domaines plutôt peut-être somatiques, autour par exemple du diabète, avec des applications pour surveiller sa glycémie, avec pour l'adulte par exemple des choses autour des repas qui va donner envie de continuer à bien manger mais en respectant certaines règles alimentaires. Et puis des serious games chez les enfants, comme Glucosaure, qui va permettre à travers d'un jeu de prendre soin d'un dinosaure, aussi de prendre soin de son alimentation, de sa glycémie, de son traitement, etc. Donc l'enfant, en faisant ce jeu avec le serious game, comprend aussi l'intérêt pour lui de ses soins. Donc c'est un secteur en pleine extension, il y a beaucoup d'applications et d'outils disponibles. Pour ce qui concerne la e-santé mentale, il va y avoir les attentes qu'on va retrouver, et puis après je vous dirai quelles seront peut-être aussi des attentes supplémentaires. Alors les attentes qu'on retrouve un petit peu à l'identique, c'est sur la diffusion de l'information. Donc il y a déjà des initiatives dans ce cadre-là qui ont été faites avec le programme TIPP, qui est justement une application qui permet d'obtenir de l'information à travers un quiz interactif destiné aux jeunes patients atteints de psychose. Alors sur la prévention, il existe aussi des choses. Donc là, ici, c'est un exemple d'une application pour les personnes âgées. On va essayer de favoriser un petit peu leur activité physique à travers la marche, en sachant que c'est aussi un bon moyen de prévention de difficultés cognitives, et dans tout ça dans une démarche du bien vieillir. Et pour le suivi, effectivement, il y a aussi des choses, notamment autour des troubles de l'humeur, pour régulièrement observer là où on en est sur ses émotions, son humeur, et puis savoir un petit peu retrouver des petits outils disponibles pour ponctuellement avoir une aide quand on n'est pas, quand on n'a pas la possibilité de rencontrer son soignant. Alors il va y avoir aussi des attentes peut-être qui seront plus spécifiques à la santé mentale, notamment en lien peut-être avec la stigmatisation qu'il existe autour de ces maladies, de la chronicité de ces troubles et puis de leur variabilité. Donc là, la question de l'accessibilité aux soins est d'autant plus importante, et on l'a vu tout à l'heure pour ce qui concerne les jeunes adultes. On peut se dire que les outils numériques peuvent avoir un rôle à jouer, de facilitateur en tout cas, dans l'accès aux soins en psychiatrie et à l'information. Pour tout ce qui va concerner aussi l'observance, l'empowerment du patient,
de se voir aussi acteur de ses soins avec son usage personnel, avec son outil numérique, de continuer de poursuivre les soins qu'il reçoit en centre hospitalier quand il est aussi chez lui. Parce qu'il doit y avoir une vraie continuité entre ce qui est proposé à l'hôpital et puis après le patient quand il se retrouve chez lui ou à l'université ou sur son lieu de travail. Voilà, et puis il faut prendre en compte des facteurs multiples de rétablissement. C'est vrai qu'on sait qu'en psychiatrie, il y a des soins qui doivent être apportés autour du fonctionnement cognitif, sur les soins en lien avec les traitements, mais aussi à propos de la famille qui doit participer au programme de soins. Donc c'est pour ça que toute l'expertise des soignants dans la création de ces outils e-santé est vraiment nécessaire. Donc pour illustrer ça, déjà sur cette question de l'accessibilité aux soins, on peut l'illustrer avec un exemple autour de la dépression. On sait que 66% des personnes qui présentent une dépression, qui ont un traitement sans suivi psychologique, souhaiteraient avoir un suivi psychologique. Donc 66% d'entre eux sont attirés par un traitement psychologique au préalable d'un traitement médicamenteux. Et pour autant, seulement 20% d'entre eux ont un suivi psychologique. Ce qui nous fait dire qu'il y a des barrières à l'accès aux soins, par exemple psychologiques, chez ces personnes. Donc on peut faire un focus un petit peu sur ces barrières. Quelles sont-elles ? Donc il va y avoir des barrières dites d'accessibilité, liées à la capacité à se déplacer. Des barrières peut-être motivationnelles, émotionnelles, la difficulté à parler peut-être avec un thérapeute de ces problèmes, des difficultés, des barrières autour des attentes de la prise en charge. On peut penser que peut-être que la prise en charge ne va pas nous aider. On peut avoir cette idée-là. L'absence d'offres de prise en charge selon la région, le secteur où l'on se trouve. Et puis des aspects liés au jugement. Voilà, le fait d'assumer, de pouvoir faire le premier pas d'un soin en psychologie. Donc toutes ces barrières ont été un petit peu regroupées au sein d'une échelle et des analyses statistiques ont été réalisées pour essayer de comprendre quelles sont les barrières à un instant T lorsque la personne n'est pas engagée dans un soin psychologique et pour comprendre les barrières qui font qu'elle ne s'engagera pas dans le temps dans ce type de soins. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que finalement c'est les contraintes de temps et l'idée que la thérapie ne va peut-être pas correspondre à ses propres problèmes à soi, qui est une barrière à la fois T0 et une barrière prédictive. Il y a le coût et l'offre de services également, qui est une barrière prédictive, concurrente par exemple, c'est-à-dire à l'instant T. Le score total de cette échelle et un plus grand nombre de barrières en lien avec la stigmatisation et les émotions ont une valeur prédictive. Le manque de motivation, une évaluation négative du thérapeute, des difficultés de mobilité ne sont pas des barrières finalement aux soins. Donc on voit sur l'analyse de ces résultats que l'outil numérique peut répondre à pas mal de ces barrières. Pour aussi illustrer une deuxième fois, avec un deuxième exemple, cette question de l'accès aux soins, donc il y a des initiatives qui sont prises justement pour l'accessibilité à l'emploi des personnes qui ont un autisme de haut niveau. Donc on sait maintenant, beaucoup de personnes sont concernées, 300 000 qui ont ce trouble, donc ce handicap mental sans déficience intellectuelle, et pour autant 20% d'entre eux seulement ont un emploi. Donc l'idée a été, par une société qui s'appelle Asper Team, de développer une procédure de job coaching pour ces personnes, qui est aussi agrémentée d'une solution numérique, c'est-à-dire d'une montre connectée, associée à une application smartphone, qui permet à la personne, lorsqu'elle est dans l'emploi, si elle a un pic d'anxiété, donc sa montre le détecte, et lui envoie un message sur son application pour l'informer que peut-être elle pourrait appeler son job coach, parce que là, elle est dans une situation difficile et qu'elle pourrait alors faire appel à différentes aides diverses, donc de communication, de relaxation, etc. Donc on voit que dans ce type d'usage, les outils numériques, la e-santé, peut favoriser l'accessibilité aux soins, ou en tout cas un maintien des soins qui ont été proposés par les hôpitaux, ou un maintien dans l'emploi quand la personne a réussi à s'intégrer dans un emploi. C'est une problématique qui
qui est aussi bien connu, c'est que l'accès à l'emploi est bien facilité par les dispositifs Job Coach, mais le maintien à 6 mois et à 1 an est de 52 et 27%. Donc il y a encore un travail à faire sur le maintien des bénéfices des soins proposés aux patients. Et dans ce cadre-là, les outils numériques ont certainement un rôle à jouer. Alors la santé mentale et la e-santé mentale, par contre, est-ce que c'est l'avenir? Parce qu'effectivement, on a les prémices, on a l'idée qu'effectivement, ça pourrait être très intéressant, mais on voit que ce qui est développé actuellement n'est pas encore satisfaisant. Et puis, il faut vraiment aussi se questionner sur les personnes concernées. Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont suffisamment équipées? Donc ça a été étudié. Je ne vais pas laisser trop de suspense trop longtemps. Il y a une étude qui a été faite basée sur des questionnaires. Donc une étude menée aux États-Unis sur une cohorte assez élevée, à partir de 4 cliniques différentes aux États-Unis, qui permettaient aussi d'avoir un échantillon à peu près contrôlé sur le niveau socio-économique et culturel des personnes. Il y avait des hôpitaux, des cliniques privées et d'autres plus qui correspondent à notre public à nous. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'une grande partie d'entre eux ont un smartphone et sont prêts. Donc là, c'est tout ce qui est en vert sur les diagrammes. Donc ils sont à la fois équipés et à la fois ils sont prêts et intéressés pour recevoir des informations, des aides au travers de leur smartphone. Certains sont pas équipés malheureusement, mais ils sont prêts. Donc quand on fait l'addition du vert et du orange, on voit qu'il y a un potentiel important à développer ces outils. Voilà, et on voit que le facteur âge, finalement, ne joue pas beaucoup sur l'équipement et le fait d'être prêt. Et les jeunes sont en particulier bien équipés et vraiment prêts. Alors, est-ce que c'est l'avenir? Parce qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que ça marche? Parce que pour l'instant, on en est vraiment au début. On sent qu'il y a un intérêt, on sent qu'il y a une aide possible. On a un petit peu quelques indicateurs au vert. Mais encore, faut-il montrer une efficacité? Alors les études actuelles sur l'efficacité, elles ne sont pas nombreuses, ou en tout cas, comme je vais vous le présenter là, à travers cette étude, elles se font pour l'instant beaucoup sur des questions autour de la satisfaction, de l'acceptabilité, de l'usabilité, etc. Donc je vous propose une étude en particulier sur laquelle j'interviens là. Donc c'est une étude autour d'une application qui s'appelle Focus. Donc voilà, qui propose différents outils pour les patients atteints de psychose. Autour donc du traitement médicamenteux, de l'humeur, de la qualité du sommeil, les interactions sociales, et puis quand ils entendent des voix, il y a aussi des stratégies proposées. Il y a une analyse qui a été faite sur cet outil, donc une analyse descriptive, déjà sur les données d'usage de l'application. Puis il y a des statistiques en termes de corrélation qui ont été faites sur des niveaux de fonctionnement cognitif, les symptômes négatifs et les idées persécutoires. Et puis des tests pour essayer de comparer les différences entre groupes pré- et post-intervention. Alors concernant l'usage, pour faire rapidement, l'utilisation de cette application a très bien fonctionné. Elle a été largement utilisée et de façon régulière, donc à 86% d'utilisation, avec en moyenne un usage de 5 fois par jour, donc c'est quand même intéressant. L'usage est à l'initiative de la personne dans 62,5% des cas, et pour le reste des cas, c'est l'application qui envoie une notification et qui sollicite la personne. La faisabilité, donc les données initiales sur le fonctionnement cognitif, les symptômes négatifs, les idées persécutoires, le niveau de lecture, ne sont pas associés au pourcentage d'utilisation, au nombre d'utilisations par jour. C'est-à-dire que ce n'est pas un facteur qui va favoriser ou défavoriser l'usage de l'application. Donc on peut dire que sur l'usage et la faisabilité, on est bon. Concernant l'acceptation et l'utilisabilité, il y a eu des questionnaires qui ont été proposés. Donc 90% des participations pensent que les propositions de l'outil Focus fonctionnent bien, vont bien ensemble et sont claires. Ils ont trouvé à 87% que c'est facile de trouver de l'information. Il y a eu quelques critiques. 12% qui ont trouvé l'usage de l'outil difficile, 18% qui auraient aimé un petit peu plus d'accompagnement. Mais dans l'ensemble, l'acceptation et l'utilisabilité est bonne. Pour ce qui est des résultats sur l'efficacité, donc là on est plus sur des résultats préliminaires. Il y a une réduction significative des symptômes en pré-post-test qui ont été obtenus sur la PANSS et puis sur le niveau de dépression.
Voilà. Il y a eu aussi, par contre, sur la panse négative, donc ce qui va peut-être aussi en particulier nous intéresser, parce que c'est là où il va y avoir les difficultés à initier des comportements quotidiens. Il n'y a pas eu d'efficacité sur les traitements, les difficultés de sommeil non plus. Par ailleurs, il y a une vraie limitation à cette étude, mais à beaucoup d'études de ce type-là, c'est que l'outil est pas, analysé dans des protocoles randomisés en double aveugle et un groupe contrôle. Donc ça manque un petit peu de valeur statistique. Par exemple, là ici, l'outil Focus était utilisé alors qu'il y avait un accompagnement individuel. Donc c'est difficile de dire que c'est l'outil qui a permis, par exemple, une réduction des symptômes. Par ailleurs, il y a la même réduction des symptômes à l'issue du groupe qui avait été utilisé comme comparatif, un groupe qui prenait en charge des patients autour de la maladie, du traitement, etc. Donc les effets étaient similaires. Il n'y a pas une supériorité des effets par rapport à l'outil, mais il y a quand même un petit bénéfice. Donc là, c'est un petit tableau juste pour montrer que voilà, dans la littérature, pour l'instant, essentiellement, ce qu'on observe, c'est des études de faisabilité, essentiellement, mais pas encore de résultats sur l'efficacité qui soient vraiment probants. Voilà, donc ce qui me conduit aussi maintenant à une réflexion autour de ces outils, parce qu'on peut avoir vraiment un engouement à travers la e-santé, mais il y a aussi des questions éthiques, déontologiques peut-être à garder en tête. Donc déjà, on se rend compte que c'est 2008, c'est l'apparition sur le marché des apps, et qu'en 2013, rien que pour le cas de la dépression, il y avait déjà 1500 applications qui étaient proposées. Donc ça allait extrêmement vite. Donc bien entendu, les études scientifiques n'ont pas pu suivre. Et puis, si on regarde un petit peu les contenus, parce qu'il y a quelques auteurs qui se sont intéressés à évaluer les contenus de ces applications, les données de la médecine basées sur des preuves, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé ce matin autour de la réhabilitation, de ce qu'on connaît des facteurs qui permettent un bon rétablissement, ne sont pas forcément intégrés dans ce qui est développé. Et donc c'est rarement basé sur un rationnel intégrant les théories du changement. C'est aussi ce dont on discutait ce matin. Donc ça, ce sont des points qui, à l'avenir, devront être intégrés dans les outils santé. Réflexion aussi, on peut lire, est-ce que les applications, c'est une bonne alternative quand on ne peut pas s'offrir une thérapie? Mais je me dis, est-ce qu'il faut opposer les choses? J'ai le sentiment que finalement, l'idée, ce serait plutôt d'associer les outils e-santé aux soins proposés, vraiment dans cette idée que ça peut offrir une continuité sur ce qui est travaillé dans les centres de réhabilitation, par exemple. Une autre réflexion, c'est la liée au coût de développement des applications, comme c'est un coût élevé et qu'il n'y a pas de modèle économique dans le sens où les applications sont toutes gratuites, ce qui fait que ces applications elles peuvent être développées par des laboratoires et du coup elles sont souvent à usage plus recherche que vraiment au bénéfice des patients. Par exemple, j'ai téléchargé sur mon iPhone, sur mon téléphone, une application sur l'humeur. Alors j'ai bien lu tout ce qui était la partie consentement, etc. Je crée mon compte, programme de recherche, on voit que c'est sur le milieu, que la case est pré-cochée, c'est-à-dire que finalement, si je veux télécharger l'application, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter de participer à la recherche. Bon, je l'ai fait. Du coup, j'ai répondu à pas mal de questions quand même sur mon humeur, comment, pourquoi, toutes les phases possibles et imaginables de questionnaires sur le trouble de la dépression. Et une fois que j'ai eu fini, finalement, le contenu de l'application, c'était essentiellement des liens YouTube sur de l'information. J'ai trouvé que c'était assez décevant. Voilà. C'est le risque aussi, c'est que beaucoup d'applications ont été développées pour des études au moins de faisabilité, mais une fois l'étude terminée, l'application ne vit plus. Donc je pense qu'il est important aussi de trouver maintenant des moyens pour pouvoir investir dans ces outils. Déjà, les concevoir en intégrant toutes les connaissances médicales et de psychoéducation que l'on a sur le sujet. Et puis aussi en considérant que c'est vraiment un outil qui doit accompagner le soin et nos pratiques. Donc une note positive, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui commencent à se développer, à voir le jour, justement pour favoriser l'accessibilité aux soins des jeunes ou des proches aidants, pour qu'ils aident au mieux leurs patients ou leurs jeunes malades. Donc c'est le cas de eBref qui va être présenté par Romain Ray.
Il y a aussi une initiative au Vinatier sur Planipsy qui va intégrer différents facteurs de rétablissement pour permettre un bon suivi et une bonne prise en charge des jeunes patients dans le service. Et puis moi-même, j'ai développé l'application Alix et moi, qui se base sur un entraînement cognitif particulier, le mécanisme de proactivité, qui s'entraîne directement en lien avec des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire que l'exercice il se réalise sur une activité comme prendre une douche, faire le marché, appeler un ami, ce qui fait que se préparer un repas équilibré, ce qui fait que le bénéficiaire fait ce petit entraînement de petites minutes avant d'initier son activité ou en début de matinée sur les activités qu'il va faire en journée, de façon déjà à être plus proactif et à faciliter ses prises d'initiative, mais vraiment en ciblant l'entraînement sur des activités qui soient bénéfiques pour sa santé et son intégration et son inclusion sociale et professionnelle. Voilà pour ma partie, je vais laisser la parole à Romary. Voilà, donc le parti pris pour cette deuxième partie de présentation, comme vous le disiez Delphine, c'était de vous présenter un outil qui est en cours de développement dans le service, qui sera disponible assez prochainement, sachant qu'un second outil, Alix et moi, dont Delphine vous a parlé, sera présenté dans le cadre d'un des ateliers de l'après-midi. Donc je ne reviens pas véritablement sur cette diapositive, puisque c'est ce que nous a très bien décrit Delphine auparavant, mais c'était une diapositive finalement de résumé pour montrer un petit peu les grandes possibilités offertes par les applications numériques en santé. Et ce que je vais essayer dans ma présentation de faire, c'est de vous illustrer comment certaines d'entre elles ont été mises à contribution dans notre projet. Alors je vous ai préparé quelques diapositives introductives pour vous raconter un petit peu une histoire, parce que finalement cette application numérique, on ne l'a pas créée juste parce que c'est un peu la mode et que c'est chouette de faire des choses comme ça. On l'a créée aussi en ayant du feedback des usagers, des personnes qui bénéficient d'un programme qu'on a créé, et aussi en essayant de répondre à certaines faiblesses que pouvait avoir ce programme, ou en tout cas en essayant de renforcer d'autres aspects. Donc quelques diapositives un petit peu de contexte. Une des premières diapositives, c'est pour rappeler la question du fardeau des aidants, avec des résultats qui sont des résultats malheureusement pas français, parce qu'on dispose en France malheureusement que de très peu de données s'agissant de l'impact de la situation d'être aidant sur la santé des aidants eux-mêmes. Mais on a en revanche une littérature mondiale qui est beaucoup plus importante et qui est assez consensuelle et qui montre qu'il existe un excès de morbidité physique et psychique chez les aidants qui accompagnent un usager qui souffre de schizophrénie. Et donc cet excès de morbidité, il s'observe en comparaison avec des sujets qui ne sont pas en situation d'être aidants, bien entendu, mais il s'observe aussi en comparaison avec d'autres aidants qui accompagnent des personnes souffrant d'autres pathologies chroniques. Donc une première conclusion, c'est de se dire qu'il y a une sévérité supplémentaire à accompagner un proche qui souffre d'une pathologie mentale. Une deuxième diapositive introductive, c'est pour rappeler un peu l'intérêt des interventions à destination des aidants, et en particulier l'intérêt de la psychoéducation à destination des aidants. On peut dire que cet intérêt, il est double. D'une part, on observe, ça c'est quelque chose d'assez intuitif pour nous, un bénéfice sur les patients. Quand on propose une intervention, nous, professionnels de santé, on est habitués à essayer à envisager le bénéfice qui va en ressortir sur les personnes dont on est amené à prendre en charge. Et s'agissant de ce bénéfice-là, ce n'est pas un bénéfice marginal, puisque les dernières méta-analyses sur le sujet montrent que la psychoéducation familiale est l'intervention la plus efficace après les traitements médicamenteux. Et la taille de l'effet, l'amplitude de l'effet est comparable, par exemple, si on s'intéresse à la prévention de la rechute, eh bien, la taille de l'effet est comparable à celle qui est obtenue par les traitements médicamenteux. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est une alternative, mais on imagine bien à quel point le fait d'associer les deux pourrait être puissant pour contribuer à améliorer la santé des personnes qu'on est amené à accompagner. Il y a un deuxième bénéfice auquel on réfléchit moins souvent à la psychoéducation à destination des aidants, c'est un bénéfice direct sur la santé des aidants eux-mêmes. Et donc, la psychoéducation à destination des aidants contribue à diminuer le fardeau ressenti par les familles, à diminuer certaines composantes, notamment de ce fardeau, comme en particulier la symptomatologie dépressive.
Le propos de la journée, c'est de parler notamment de l'intervention précoce, et il existe une littérature qui est certes moins abondante que celle dont je vous parlais précédemment, mais qui commence à être solide, et Frédéric nous en a montré une des dernières publications, qui s'intéresse justement à l'intervention à destination des aidants dans le cadre de l'intervention précoce. Et donc tout ce qui est publié actuellement retrouve des résultats qui sont comparables, c'est-à-dire finalement l'aide aux aidants, et notamment la psychoéducation, proposée lors des premières années des troubles présente les mêmes avantages que lorsqu'elle est proposée un petit peu plus tardivement, mais manifestement elle présente des bénéfices supplémentaires, et ces bénéfices supplémentaires s'observent à la fois chez les patients, et notamment par exemple on a un certain nombre d'études qui commencent à montrer qu'il y aurait un bénéfice supplémentaire notamment vis-à-vis du risque suicidaire. C'est pas anodin parce que le risque suicidaire, notamment dans les troubles schizophréniques, il n'est pas homogène tout au long de l'évolution des troubles, il est majeur notamment au début des troubles, et des bénéfices supplémentaires aussi concernant les aidants, et ça se comprend assez naturellement, se dire qu'on va pouvoir intervenir auprès d'eux précocement et ne pas les laisser cheminer pendant 5, 6, 10 ans. Actuellement, les chiffres dont on dispose, c'est entre 8 et 10 ans pour les aidants, pour qu'ils puissent bénéficier pour la première fois d'une intervention qui leur est destinée. Donc, un dernier élément de contexte. Le dernier élément de contexte, c'est les recommandations internationales qui préconisent de mettre en place des interventions à destination des aidants qui soient à la fois précoces et systématiques. Donc ça, c'est le niveau international. Et puis, au niveau français, eh bien, malheureusement, l'absence ou en tout cas la très grande disparité de ces interventions-là, et des recommandations qui sont faites dans un certain nombre de rapports qui insistent sur l'importance de structurer et d'initier un parcours d'accompagnement à destination des aidants. Donc, dans ce contexte, on a développé un programme qui s'appelle le programme BREF, qui est un programme précoce, qui vise à être systématique et qui peut être proposé aux familles, aux aidants accompagnant un proche souffrant de troubles psychiatriques sévères. Un programme qui se déroule en 3 séances d'1 heure, un appel téléphonique à 3 mois, et c'est un programme unifamilial qui se déroule en l'absence du patient. Il y a 2 objectifs principaux pour ce programme-là. Le premier, c'est d'individualiser l'accueil des familles, de dédramatiser, de répondre aux questions prioritaires pour les familles au moment où on les accueille. Il n'y a vraiment pas de souci d'exhaustivité, c'est impossible en 3 séances, mais l'idée, c'est de pouvoir s'adapter, d'être souple et de répondre aux questions qui sont prééminentes. Il y a un second objectif, et c'est celui-là qui est aussi extrêmement important, c'est de favoriser le parcours des aidants. C'est-à-dire, dans la conception du programme BREF, il y a des stratégies faites pour que BREF ne soit pas un one-shot. Si c'était un one-shot, ça serait insuffisant. Il y a des stratégies intégrées dans le programme pour que l'aidant soit mis en relation avec d'autres ressources dont il va pouvoir disposer par la suite et qui vont permettre de prolonger et de renforcer l'efficacité des interventions dont il va pouvoir disposer. Donc on commence à avoir des premiers résultats concernant ce programme, et on s'aperçoit qu'il existe notamment en post-programme une réduction de la symptomatologie dépressive, donc c'est assez encourageant pour nous, puisque ça veut dire qu'on contribue à réduire le fardeau des aidants. Une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la durabilité de cet effet. Dans la littérature, dans d'autres pays, pour les programmes courts, tels que celui que je viens de vous décrire, on sait que c'est un effet qui a tendance à s'épuiser. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a véritablement un intérêt à essayer de façon très proactive de favoriser le parcours des aidants, c'est-à-dire de mettre en lien les aidants avec les associations de famille, avec l'UNAFAM, avec le Promesse, avec d'autres associations de famille locales, et aussi avec les autres structures hospitalières qui proposent de l'aide aux aidants, des programmes plus complexes, tels que les programmes avec ou Pro-Famille. Donc ça, c'est une des premières nécessités qui a présidé un petit peu à l'idée de développer aussi une application. Et il y a un autre contexte qui a aussi présidé à l'idée de développer une application, c'est le fait qu'actuellement, ce type d'intervention, bien qu'on essaie de proposer des formations pour que le programme puisse s'implémenter et se déployer sur le territoire, il y a une réponse qui est encore insuffisante par rapport aux demandes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le programme BREF, il concerne une période limitée dans le temps. Comme je vous le disais, 3 heures, c'est vraiment court. Et très clairement, à la fin de ces 3 heures-là, les familles ont encore des questions.
Et elles vont aller chercher sur Internet. Donc, et vous savez tous très bien qu'aller chercher sur Internet, c'est quelque chose de très compliqué s'agissant des données de santé. Et enfin, il y a aussi une importante méconnaissance de l'intérêt des interventions à destination des aidants, une méconnaissance des aidants eux-mêmes. Je vous disais qu'il y a en moyenne une dizaine d'années mises pour pouvoir accéder à un groupe tel que Profamille. Et il y a une méconnaissance aussi des professionnels de santé. Je fais une toute petite aparté à ce sujet-là. Hier, je présentais un petit peu, à peu près la même chose, un peu ailleurs, à des professionnels de santé, mais qui n'étaient pas psychiatres. Et j'avais représenté les résultats en disant, voilà, la psychoéducation à destination des aidants, ça a une efficacité extrêmement importante, et je pense qu'on ne m'a pas cru. Les gens m'ont dit, ouais, si c'était vrai, ça se saurait quand même. Voilà, donc... pour vous dire quand même qu'il y a encore du chemin à faire. Donc voilà, les deux conclusions à tirer de ces diapositives, c'est premièrement, il faut pouvoir élaborer différentes stratégies pour pérenniser cet effet et pour orienter les aidants vers l'aide aux aidants au décours des programmes initiaux. Et aussi, il faut en favoriser l'acceptabilité et l'accessibilité. Donc, de ces différentes problématiques ont émergé notre idée de développer une application numérique qu'on a choisi d'appeler eBref et qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est donc de prolonger le programme Bref. Alors, j'insiste là-dessus, je vois que la référence a disparu de ma diapositive, mais il y a toute une littérature qui montre que les applications numériques, lorsqu'elles sont adossées à un programme existant, un programme physique, ça favorise leur utilisation. Donc ça, c'est déjà une première force pour ce projet-là. Ensuite, l'application eBref, elle a globalement les mêmes objectifs que le programme lui-même, c'est-à-dire qu'elle va continuer de délivrer de l'information actualisée, de l'information accessible aux aidants. C'est pas rien, parce que si vous faites une recherche sur Internet, vous trouvez beaucoup de choses, certaines choses extrêmement datées, certaines choses extrêmement fausses. Donc là, ça permet d'avoir une information actualisée. Ensuite, c'est aussi un moyen de favoriser le parcours des aidants, et je vous montrerai un petit peu les dispositifs qui sont intégrés à l'intérieur. Et en plus du programme Bref, de la même manière que le programme Bref, mais cette application, elle va permettre aussi d'intégrer des mesures de prévention, je vous expliquerai comment, et peut-être bien qu'elle permettra aussi, alors ça c'est pas quelque chose qu'on avait pensé au départ, mais peut-être qu'elle permettra aussi d'initier le parcours, c'est-à-dire que peut-être qu'on aura certaines personnes qui téléchargeront l'application et qui par ce biais-là découvriront qu'il existe de l'aide aux aidants et rentreront dans le parcours. Alors, je vais très vite maintenant, mais premier objectif, donc, c'est apporter de l'information sur les troubles. Donc, on a choisi une approche qui est extrêmement visuelle, avec des représentations, des dessins pour essayer de susciter des questionnements chez les aidants. Et donc, la navigation à l'intérieur de l'application se fait comme ça. Il y a une arborescence qui sépare un petit peu les situations entre mieux comprendre ce qui arrive dans la maladie de mon proche et aussi l'organisation du système de soins. Et il y a une seconde arborescence qui correspond à mieux comprendre l'impact qu'a la maladie sur ma situation personnelle. Et ça, c'est pas rien, parce que autant souvent les aidants ont beaucoup de questions sur qu'est-ce qui arrive à mon proche, comment ça s'organise le système de santé, c'est quoi les traitements. Aussi bien, les aidants s'oublient souvent eux-mêmes. Et donc le fait d'avoir aussi toute une partie de l'application consacrée à ce sujet-là, ça permet d'avancer dans l'idée de leur faire réaliser qu'ils ont un rôle d'aidant et intégrer cette dimension-là. Donc voilà comment ça pourra fonctionner. On choisit un petit peu de s'intéresser par exemple à la question de mieux comprendre les troubles pour son proche. Et ensuite, on a d'autres visuels qui s'affichent. Et on a des explications à ce sujet-là. Donc l'application, elle est créée, c'est une collaboration avec l'UNAFAM. Donc il y a aussi un échange et une co-construction des contenus. Voilà. Donc même chose si on s'intéresse à la thématique de quel est l'impact de la maladie sur la vie de la famille, sur le fonctionnement familial. Voilà. Donc le visuel qui s'affiche et puis un contenu actualisé. Voilà. L'intérêt vraiment décisif de cette application, ça va être aussi de favoriser la mise en contact des aidants avec les structures ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Ce qui est montré dans la littérature, c'est que les effets bénéfiques des interventions à destination des aidants, ça passe, bien entendu, par le fait de leur expliquer ce qui arrive et qu'ils aient une meilleure compréhension, mais l'effet bénéfique, il passe aussi par le fait de construire un réseau, d'identifier autour de soi les structures sur lesquelles on peut s'appuyer dans les moments où ça ne va pas bien. Et donc l'application, donc ça c'est quelque chose qui est en cours, on est en train de cartographier toutes les ressources à disposition des aidants, que ce soit des ressources associatives, telles que les associations de famille, sanitaires, les endroits où
des programmes de psychoéducation ou des interventions à destination des familles sont proposées, des structures de répit. Donc tout ça est intégré dans l'application. Et alors, en fonction des moyens dont on disposera, parce que pour l'instant, on est financé, mais qu'en partie, soit les personnes seront géolocalisées et il y aura une carte autour d'eux qui indiquera les structures les plus proches dont ils peuvent disposer, soit ça sera un peu plus archaïque et ils rentreront leur code postal, mais ça sera pas mal aussi, et ils auront aussi un certain nombre de liens qui leur permettront de se mettre en rapport avec ces structures. Voilà. Donc, il y aura aussi une dimension de prévention, c'est-à-dire que dans l'application sont intégrés des outils d'évaluation, d'auto-évaluation, des outils simples, validés, comme la CESD, qui est une échelle de symptomatologie dépressive en population générale, qui a été très utilisée pour étudier l'impact de la situation des dents. Il y a aussi des échelles très simples, très courtes à remplir, mais sensibles, et très validées aussi du fardeau. Et donc l'idée, c'est de pouvoir alerter les aidants en leur disant « attention, en ce moment, vous traversez une période difficile, ce serait peut-être intéressant d'aller rencontrer votre médecin généraliste ou un professionnel de santé, un psychiatre, pour vous faire aider, parce que actuellement la situation que vous traversez est difficile. » Voilà. Donc ça, c'est un cloud un peu sur tout l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser des applications. Et je termine en vous disant que pour cette application-là, on a bon espoir d'avoir une version bêta au début de l'année prochaine. Je vous ai laissé mon mail, et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'on forme au programme Bref et qu'il y a des places disponibles au mois de février ou au mois de mars. Et je n'ai malheureusement pas mis les dates sur cette diapositive, mais si vous m'écrivez, je vous les ferai parvenir avec plaisir. Voilà, merci.